Effectivement, donc ce n'est pas Claude Janvier qui parle, et Lucas de Grise, en fait, est mon nom d'état civil. Étant fonctionnaire, on me demande de bien séparer la vie professionnelle et donc la vie privée, les activités privées. Donc j'utilise un nom d'auteur, donc je suis mieux connu sous le nom de Lucien Cerise. Alors mon domaine de recherche, c'est l'ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait la méthode générale de piratage, de subversion et de transformation de la société. Pour faire une transition avec l'exposé de mon voisin de gauche, une traduction, enfin une application de l'ingénierie sociale en géopolitique, c'est la révolution colorée. C'est-à-dire en fait un coup d'État mené par l'étranger, avec éventuellement une cinquième colonne, hein, il y en a toujours, on peut toujours en trouver, mais maquillé en insurrection spontanée, en révolution populaire spontanée. Eh bien, figurez-vous qu'en 2011, il y a toute une succession comme ça de révolutions colorées qui parcourent le monde arabe. C'est passé à la postérité sous le nom de printemps arabe. Effectivement, on voit aussi des applications dans le bloc post-soviétique, notamment en Ukraine. Et en général, les révolutions colorées ont une fâcheuse tendance à se transformer en guerre civile. Hein, c'est le cas en Ukraine, et ça a été le cas aussi en Syrie. Je me suis donc fortement intéressé à la question syrienne à partir de 2011. Hein, j'ai commencé effectivement à rencontrer des gens et à travailler sur la question syrienne à partir de 2011. Cela m'a amené à rencontrer quelqu'un que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Adnan Azam, qui est bien connu en Syrie, qui est écrivain et politicien, et qui a eu des responsabilités, vice-gouverneur de la province de Soueda, et qui donc a lancé des initiatives de diplomatie parallèle en quelque sorte à partir de 2018 si je me souviens bien, mais avec le soutien officiel du Parti Baas. Et donc je le rencontre en 2018 et donc il crée ce collectif, hein, le mouvement pour la souveraineté des peuples, pour avoir un petit peu plus de visibilité et puis bon pour en fait avoir une structure qui permet d'accueillir ses amis. Et nous organisons donc une conférence à Paris en janvier 2019, hein, à laquelle François Belliot et Jean-Michel Vernochet ont participé. Et ensuite, nous rebondissons donc au Liban, enfin en Syrie, en mars 2019, pour faire une tournée avec une étape intermédiaire donc au Liban où nous avons rencontré M. Sami Kleb. Nous avons enregistré une émission pour Al-Mayadine. Et donc ensuite nous avons fait une série de conférences du nord au sud, hein, sur ce qu'on appelle la Syrie utile en fait, hein, c'est-à-dire la côte, essentiellement sur la côte méditerranéenne, entre donc Damas, Alep et Soueda. Et puis donc ensuite, alors ça c'était en 2019, ensuite vous connaissez l'histoire, hein, il y a le coronavirus, crise sanitaire, donc les voyages deviennent un peu compliqués, et donc Adnan Azam relance malgré tout une tournée à laquelle cette fois Claude Janvier, hein, qui devait parler aujourd'hui, a participé en novembre 2021. Là, je vais vous lire le texte en fait de Claude, et qui s'est aussi impliqué, hein, sur la question syrienne et notamment qui a travaillé sur donc la loi, enfin la dénonciation, hein, de la loi César. Embargo loi César, quelles conséquences pour le peuple syrien? Donc pour avoir visité récemment, là je parle, je parle au nom de Claude Janvier en fait. Hein, enfin pour avoir visité récemment, oui récemment, moi c'était en 2019 et Claude c'était en 2021. Donc pour avoir visité les villes principales de Syrie, nous pouvons témoigner que l'embargo inhumain qui pèse sur le peuple syrien depuis plus de 10 ans a pour effet de poursuivre la guerre sur le plan économique. Hein, puisque les réseaux néo-gladiaux, on pourrait appeler ça comme ça, hein, enfin les réseaux djihadistes soutenus par l'Occident ayant échoué, c'est la guerre économique est un prolongement de la guerre paramilitaire par d'autres moyens, hein, puisque de fait, le gouvernement ne tombera pas, ne tombera plus, c'est plus possible. Donc en fait, les ennemis de la Syrie ont décidé de poursuivre, hein, les hostilités par la guerre économique, par les sanctions économiques, et notamment qui sont rassemblées, synthétisées sous le terme de loi César. Donc peu ou pas de médicaments, de matières premières, de produits de première nécessité, pas de reconstruction possible, telle est la vie quotidienne du peuple syrien. Quelle est l'origine de cette monstruosité?
Mai 2011, l'Union européenne adopte des sanctions économiques contre la Syrie. Et en août 2011, les États-Unis mettent en place un embargo sur le secteur pétrolier et gèlent les actifs financiers d'un certain nombre de personnalités, ainsi que celles de l'État syrien lui-même. Les États-Unis interdisent toute exportation de biens et services originaires du territoire des États-Unis ou issus d'entreprises ou de personnes américaines à destination de la Syrie. Cette mesure a un énorme impact sur la population syrienne, sur le prix des denrées de première nécessité et les produits médicaux. Entre 2011 et 2013, un officier de la police militaire syrienne aurait pris 55 000 photos montrant les corps de 6 786 détenus, 4 025 civils tués hors de prison et de 1036 soldats. En 2013, il quitte la Syrie et prend le pseudonyme de César. Les photographies sont remises ensuite au Conseil national syrien, un mouvement de l'opposition politique établi en Turquie. Pour les authentifier, le Qatar mandate un cabinet d'avocats londoniens, Carter Ruck. Ce dernier engage 3 anciens procureurs internationaux et 3 experts en anthropologie médicale qui publient un rapport portant le nom de César en janvier 2014. 12 janvier 2014, diffusion d'un film montrant les photographies de César à huis clos au Quai d'Orsay, en présence de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque, et de 10 autres ministres de pays étrangers. Avant d'aller plus loin, il est utile de rappeler qu'en août 2012, Laurent Fabius déclarait que, voilà, comme tu disais, Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur Terre, et qu'en décembre 2012, il déclarait que le groupe Jabhat al-Nusra faisait du bon boulot. Alors que cette organisation djihadiste, dirigée par d'anciens chefs d'Al-Qaïda, venait d'être classée terroriste, même par les États-Unis. A noter que Laurent Fabius est actuellement toujours à la tête du Conseil constitutionnel. 22 janvier 2014, conférence de Genève 2. Le Qatar fait diffuser par le cabinet Carter Ruck le rapport César. Extrait du point de presse de Laurent Fabius. Il y a effectivement d'un côté M. Bachar el-Assad et son régime de mort, de l'autre des terroristes qu'il faut combattre, et au milieu, si je puis dire, l'opposition modérée que nous soutenons. Voilà, donc c'est toujours la fable des rebelles modérés. Et leurs allers-retours entre Daesh et les casques blancs et les rebelles modérés. Bon, tout le monde a vu tout le monde est au courant de ça et a vu les photos. 15 avril 2014, diffusion d'un rapport du Haut Commissariat de l'ONU à propos du rapport César. Décembre 2019, les États-Unis prennent de nouvelles sanctions contre la Syrie, les entreprises tierces commerçant avec la Syrie à travers la loi César. Donc César Syria Civilian Protection Act, dénommé ainsi à la suite du rapport du même nom. Cette loi est entrée en vigueur le 17 juin 2020. Et c'est vraiment à partir de 2020 que la loi César produit ses effets concrets dans la vie quotidienne. Moi, quand j'y suis allé en 2019, on ne voyait pas encore ces effets-là. Enfin, c'est-à-dire que, bon, effectivement, il faisait un petit peu froid dans les amphithéâtres quand on prenait la parole, parce que, bon, voilà, le gouvernement, enfin, les autorités faisaient des économies d'énergie, mais bon, c'est rien en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui. Donc décembre 2019, Voici quelques preuves démontrant le caractère frauduleux du rapport César. Donc si César était vraiment officier de la police militaire syrienne pendant 13 ans, il serait facile pour le gouvernement syrien de déterminer son identité. Or ce n'est pas le cas. Donc qui a pris ces photos? César et sa famille gardent l'anonymat le plus absolu. Selon le rapport Carter Ruck, la famille de César a quitté la Syrie en 2013. Compte tenu de cela, pourquoi César garde-t-il son identité secrète au public occidental? Bon, c'est le texte de Claude, en fait. Bon, là, je pourrais moi-même faire des objections. Enfin, je veux dire, un individu dans cette situation, de toute façon, a tout intérêt à rester anonyme. Donc, bon, enfin, ce n'est pas mon texte, je rappelle. Donc, 46% des photographies des personnes torturées à mort, enfin, cela dit, je l'approuve sur l'essentiel, évidemment. 46% des photographies des personnes torturées à mort sont en réalité des soldats syriens décédés, des victimes de voitures piégées et d'autres violences. En fait, on a la même chose aujourd'hui en Ukraine, avec les faux charniers, à Boutcha, etc., etc. C'est toujours pareil. Et on avait ça à une époque à Timisoara, en Roumanie. C'est toujours pareil, c'est toujours la même méthode, avec des acteurs qui s'allongent sur le sol, et on les photographie, et ensuite ils se relèvent, et ensuite les photos sont envoyées à l'AFP. Donc les photos et les défunts sont réels, parfois ils sont réels aussi, mais les circonstances sont loin d'être claires. Il existe des preuves solides que certains sont morts dans un conflit et que d'autres sont morts à l'hôpital.
Ainsi, près de la moitié des photos montrent le contraire de ce qui a été allégué. Ces photos confirment que l'opposition a été violente et a tué un grand nombre de militaires syriens et de civils. Les accusations de César, du rapport Carter Rock et de Human Rights Watch, selon lesquelles ce sont toutes des victimes de morts en détention ou de morts par torture ou de morts en détention gouvernementale, sont fausses. En revanche, il y a bien eu des tortures, des exécutions et des crimes de guerre ordonnés par Daesh et les terroristes combattant les forces gouvernementales. L'enquête a été financée par le gouvernement du Qatar, qui a été un partisan majeur de l'opposition armée contre la Syrie. Les photos ont été manipulées, de nombreuses sections de documents ont été masquées. Cela a demandé beaucoup de temps et de travail pour modifier des milliers de photos. L'explication, afin de protéger l'identité, n'est pas crédible, donc l'identité de César, n'est pas crédible puisque les visages des victimes sont visibles. Et pour protéger l'identité aussi en général. Le catalogue de photos contient beaucoup de doublons et d'autres erreurs. Donc Human Rights Watch, qui a participé grandement à l'élaboration du rapport César, est financé et sponsorisé par George Soros, entre autres, le milliardaire spécialiste, notamment des révolutions colorées. Et donc des financements de groupes ayant pour but la déstabilisation de multiples gouvernements. Il est de notoriété publique que l'opposition armée en Syrie a été financée, fournie et soutenue de multiples façons par divers gouvernements extérieurs. À une époque, le Kremlin avait fait la liste complète. Je crois c'était une coalition de plusieurs dizaines de pays qui, à des degrés divers, coopéraient, collaboraient dans la déstabilisation de la Syrie. Le monde entier s'était donné rendez-vous en Syrie en fait pour faire tomber le gouvernement et on a la même chose un peu copié-collé en Ukraine aujourd'hui. Donc la plupart des combattants engagés contre les forces gouvernementales, y compris les mercenaires de Daesh, recevaient des salaires de puissance extérieure. Les politiciens ont utilisé l'histoire de César afin de pousser à plus d'agressions des États-Unis et de l'OTAN. Quand on avait rendu visite donc au numéro 2 du Parti Basse, donc en mars 2019, M. Mehdi Daklala, tu t'en souviens peut-être, il nous avait dit, mais en fait, notre vrai problème, c'est pas les djihadistes. Parce que c'est des amateurs, en fait, ils savent pas se battre. En fait, c'est des armées de procuration, des armées. En fait, c'est des petits jeunes, en fait, qui ont été recrutés dans les banlieues françaises ou ailleurs, qui sont envoyés là comme de la chair à canon. Notre problème, ce que nous avait dit Mehdi Daklala, ce sont les officiers occidentaux qui les encadrent et qui les forment. Il nous l'avait dit, mais très clairement dans son bureau. Et l'acceptation de l'histoire César a justifié de plus en plus d'interventions directes et a permis une diabolisation du gouvernement du président Bachar el-Assad. Depuis plusieurs décennies, les ingérences militaires américaines et de leurs alliés se sont multipliées dans le monde, largement accompagnées de faux rapports et de propagande scandaleuse destinée à mettre en état de choc l'opinion publique. Donc des fausses informations à propos des charniers, de Timisoara, d'armées chimiques inexistantes en Irak et en Syrie, en passant par des soldats libyens, drogués, violeurs, le lavage de cerveau s'intensifie à travers des médias de masse complices. De nouveau, nous demandons solennellement l'arrêt immédiat de l'embargo affamant le peuple syrien. Les morts inutiles, les souffrances des nourrissons et des enfants doivent cesser immédiatement et impérativement. Nous appelons à la levée immédiate de la loi César, qui n'a d'autre but que d'asphyxier financièrement le gouvernement syrien, ceci afin d'empêcher toute reconstruction en détruisant la société civile syrienne dans le but d'imposer un changement de régime. L'inefficacité de ces sanctions destinées à séparer le président du peuple syrien, du peuple syrien qui le soutient, est largement démontrée. Oui, puisque le but c'est en fait de faire une vie infernale aux Syriens pour faire monter la colère contre le gouvernement. Et pour essayer justement de diviser pour régner, et pour en fait alimenter la guerre civile et la délégitimation des autorités syriennes. Donc ce mépris intolérable de la vie humaine doit s'arrêter sans délai. La France, patrie des droits de l'homme, doit manifester sa vocation et affirmer ses valeurs humanistes en agissant pour supprimer la loi César. Tous ces crimes commis contre le peuple syrien le sont grâce aux accords des Occidentaux. Nous ne pouvons être que tourmentés par le sort des Syriens, d'autant plus que nous connaissons la profondeur des relations historiques entre notre pays et la Syrie depuis François Ier. En témoigne la présence du Centre culturel français à Damas, d'une école française, de différentes missions archéologiques et des milliers d'étudiants venus en France suivre un cursus universitaire. Par ailleurs, le rétablissement des relations, notamment culturelles, entre la Syrie et la France est un impératif absolu. C'est l'objectif que se donne Adnan Azam, mais de manière effectivement semi-officielle. Depuis 2011, les liens entre nos deux pays ont été quasiment... Adnan Le rétablissement des relations culturelles des deux pays, parlait de Adnan Azam.
Je vous réponds juste après, là je termine le paragraphe et puis... Depuis 2011, les liens entre nos deux pays ont été quasiment rompus, et cela de manière unilatérale, et hélas, à l'initiative de la partie française, qui a fait écho dès le début de la guerre contre l'État syrien. L'évolution du conflit a montré que les autorités syriennes bénéficiaient toujours du soutien de l'immense majorité du peuple syrien, et cela malgré 12 années d'un conflit meurtrier aggravé ces dernières années par le blocus découlant de l'inique loi César. À l'heure où la Turquie semble revenir dans le jeu diplomatique en Syrie, il est temps que la France retrouve sa dignité de grande puissance en rétablissant des relations d'État à État, en particulier dans la sphère culturelle, avec le gouvernement de Bachar el-Assad. Puisse cet appel retentir au-delà des considérations politiques afin qu'une nouvelle page fraternelle puisse s'ouvrir entre nos deux pays. Et les signataires sont donc Claude Janvier, Adnan Azam, moi-même et Emmanuel Leroy, pour le mouvement international pour la souveraineté. Merci beaucoup. Merci.